Dommage que cette voiture marche pas à l'énergie solaire. Hein. Regardez-moi ce soleil aujourd'hui, en plein milieu du mois de septembre. Nouveau Nissan Qashqai e-Power, une technologie très disruptive. Vous allez comprendre pourquoi. Comment elle fonctionne? Est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Est-ce qu'elle va permettre au Nissan Qashqai de faire face à des concurrents 100% électriques traditionnels? Je vais répondre à tout ça dans quelques minutes. Dans cette vidéo, je vais bien sûr vous détailler ses caractéristiques extérieures, intérieures, ses technologies embarquées, son comportement routier, puis je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc s'il vous plaît les amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. C'est parti. Avant de commencer à vous détailler ce nouveau Nissan Qashqai e-Power, je voulais partager avec vous une offre en location longue durée. Intéressante, forcément, vous commencez à me connaître. Ce nouveau Nissan Qashqai e-Power, dans la première finition, la finition Ascenta, sur 49 mois, en location longue durée, avec 40 000 km, et un premier apport de 4 900 €, il sort à seulement, écoutez bien, 339 € par mois. Et si vous souhaitez exactement la finition que je vous présente dans cette vidéo, donc c'est la finition Tecna Plus, là ce sera 463 € par mois. Quand vous allez voir l'équipement juste pléthorique du véhicule, vous allez vous dire que c'est une offre intéressante. Sachez que ces offres que je vous présente, elles sont valables jusqu'au 31 octobre 2022 dans le réseau Nissan. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo. Vous remplissez le formulaire jusqu'au bout et ensuite vous serez recontacté dans les plus brefs délais par les concessionnaires Nissan les plus proches de chez vous. Bon, il serait peut-être temps que je vous présente cette voiture, non? La première génération du Qashqai a été présentée en 2007. Elle s'est terminée en 2013 pour faire place à la deuxième génération de 2014 à 2021 avec un restylage en 2017. Et cette troisième génération que je vous présente aujourd'hui, qui repose sur la nouvelle plateforme CMF de l'alliance Renault-Nissan, elle a été commercialisée en 2021. C'est un énorme succès pour Nissan, le Qashqai, avec un enjeu colossal pour cette troisième génération. Il s'est vendu plus de 300 000 Qashqai en France à date, plus de 3 millions en Europe et 5 millions dans le monde. Alors comment fonctionne la technologie e-Power développée par Nissan? Sachez que c'est une technologie unique que seul Nissan a développée. On est sur une hybridation, mais pas une hybridation traditionnelle. Vous savez, dans les essais que je fais sur des hybrides classiques ou des hybrides rechargeables, vous avez une motorisation thermique et une motorisation électrique. Les deux peuvent entraîner les roues du véhicule. Donc vous allez par exemple avoir le moteur thermique qui entraîne les roues et de temps en temps, à basse vitesse, le moteur électrique qui lui aussi peut entraîner les roues du véhicule. Là, on n'est pas du tout sur un système comme ça, sur cette technologie e-Power développée par Nissan. Vous avez un moteur thermique qui est alimenté avec de l'essence, qui va alimenter le moteur électrique, qui lui seul pourra entraîner les roues du véhicule. C'est unique sur le marché. Est-ce que ça va vraiment permettre à Nissan de disrupter le segment du Qashqai? Mais je vais répondre à cette question en fin de vidéo. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà en haut du pare-brise, on a une caméra qui vous permettra d'utiliser le système de reconnaissance des panneaux de signalisation. Et sur le modèle que je vous présente, vous avez même le pare-brise chauffant. Nouveau capot entièrement redessiné, qui est plus long avec un double bosselage, qui se termine sur cette calandre en forme de V, avec une finition en noir brillant et un encerclement juste ici en chrome. Deux séries, des feux diurnes avec des feux de route adaptatifs, et à partir de Tecna, là vous aurez des feux de route intelligents à faisceau indépendant avec les clignotants à LED. Tout en bas du bouclier, une grande entrée d'air centrale avec une jupe de bas de bouclier en plastique noir. Les anti-brouillards sont deux séries sur Tecna Plus. Vous avez aux extrémités du bouclier ces entrées d'air verticales qui ne sont pas factices, qui vous permettront d'améliorer le CX, donc le coefficient aérodynamique, et aussi ça vous permettra de venir refroidir le système de freinage lorsque c'est nécessaire. L'avant, il est plus sexy que l'ancienne génération. Moi, à titre personnel, j'aimais pas trop l'avant de l'ancienne génération, mais là, ils ont quand même réussi à faire quelque chose de plus dynamique, plus véloce, et avec même un petit côté bestial qui lui va assez bien. Deux séries, vous aurez des jantes d'une taille de 18 pouces, et sur le modèle que je vous présente, elles font une taille de 20 pouces et elles sont bicolores. Arche de roue, jupe latérale qui sont en plastique noir. On a une ligne de bas de porte qui est assez marquée, je trouve, surtout sur la portière arrière du véhicule. Rétroviseur électrique dégivrant, rabattable électriquement avec fonction mémoire.
Et vous avez aussi une fonction marche arrière sur la finition que je vous présente qui vous permettra de ne pas abîmer les jantes lorsque vous allez faire une manœuvre le long d'un trottoir par exemple. Encerclement des fenêtres en noir brillant, vous avez aussi les barres de toit qui sont de série. Vous avez la lunette arrière et les vitres arrière qui sont surteintées et une vitre de custode arrière avec un design assez inédit qui se termine sur la lunette arrière du véhicule. Réservoir de 55 litres et empattement de 2,67 m. Et enfin, sachez que vous avez 9 teintes de carrosserie unies et 5 teintes de carrosserie biton. Et sachez que sur le modèle que je vous présente, vous avez une teinte de carrosserie blanc lunaire avec le toit noir métallisé. Un béquet arrière qui reprend la même couleur que le toit, qui intègre le 3e feu stop. L'essuie-glace est positionné sur le bas de la lunette arrière, il n'est pas intégré sous ce béquet. Bien sûr, l'arrière du véhicule a été entièrement redessiné avec des lignes qui sont plus acérées, plus aiguisées selon moi que l'ancienne génération. Caméra de recul sur le modèle que je vous présente, qui vous permettra entre autres d'utiliser le système de caméra à 360 degrés, badge e-power. Le bas du bouclier est en plastique noir avec cette partie en gris satiné. Sachez qu'en option, vous pourrez opter pour un crochet de remorquage avec une capacité de 750 kg en non freiné. Sur le coffre, à noter que vous avez un haillon électrique avec ouverture main libre sur le modèle que je vous présente. Un volume de 455 litres. Et si vous prenez en compte les espaces qu'il y a sous le plancher du coffre, là on arrive à 504 litres d'espace et 1521 litres avec la banquette arrière rabattue. Des éclairages sont situés de chaque côté pour éclairer le contenant de votre coffre. Vous avez une prise 12 volts et pas moins de 6 crochets d'arrimage pour arrimer les colis, les bagages que vous pourrez mettre à l'arrière de ce véhicule. Et bien sûr, pour le fermer, ce sera avec cette commande. Concernant ses dimensions, une longueur de 4,43 m, une largeur de 1,84 m hors rétroviseur, 1,63 m en hauteur. La bonne surprise, c'est sur son poids. Seulement 1610 kg à vide sur la balance. Ça change des 2 tonnes qu'on retrouve souvent sur des concurrents 100% électriques avec des technologies traditionnelles. Concernant le moteur, là ça devient très intéressant. Déjà vous avez un moteur électrique synchrone à courant alternatif de 190 chevaux, 330 Nm de couple associé à une batterie lithium-ion d'1,97 kWh de capacité. Et vous avez aussi un générateur qui lui est thermique, qui fonctionne au samplon 95 avec un moteur 3 cylindres de 1,5 litre et de 158 chevaux pour 250 Nm de couple. Des performances qui sont plus qu'honorables, 0 à 100 km/h 7,9 secondes, 170 km/h en pointe, transmission aux roues avant, pas de boîte de vitesse, puisque c'est une motorisation électrique au final qui entraîne les roues. Donc vous avez juste une marche avant et une marche arrière. Au niveau de la consommation, elle est annoncée par Nissan à 5,4 litres au 100 km. Moi j'ai constaté durant mon essai une consommation moyenne de 6 litres. Mais sachez une chose, le véhicule que je vous présente, c'est une pré-série, donc il se peut que le véhicule qui vous soit livré consomme moins de 6 litres au 100 km pour se rapprocher de la consommation annoncée par le constructeur. Concernant son tarif, avec la finition d'entrée de gamme Ascenta, il s'affiche à 38 200 €. Et dans la finition la plus haut de gamme, celle que je vous présente dans la vidéo, la Tecna Plus, il s'affiche à partir de 46 000 €. Mais la très bonne nouvelle, vous savez que je vous en parle à chaque fois, il émet entre 119 et 123 grammes de CO2 par kilomètre. Donc en 2022, vous ne paierez pas de malus écologique. Ça m'arrive quand même de vous présenter des voitures sans malus écologique. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors la bonne nouvelle, moi j'ai réglé le siège avant pour ma taille, je fais 1,88 m, je vous le rappelle. Et regardez, on est bien assis, on a une place qui est suffisante pour les genoux. J'ai les genoux qui viennent juste frôler la structure des sièges avant, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. De la place au niveau des coudes et surtout de la garde au toit. Ça pour les personnes de grande taille, c'est plutôt très pratique. Sellerie en cuir avec l'assise et le dossier qui sont matelassés. Les dossiers sont un petit peu verticaux, il faut le noter. On a un accoudoir central avec 2 portes gobelets, un tunnel central qui est peu présent, prise USB-C, USB, des bus d'aération qui sont orientables. On a le ciel de toit qui est de couleur anthracite, ça c'est 2 séries sur la finition que je vous présente, et puis surtout un puits de lumière considérable avec la présence d'un toit panoramique qui n'est pas ouvrant, mais avec heureusement un rideau occultant, vous en doutez, parce qu'avec des ensoleillements comme aujourd'hui, c'est plus que nécessaire d'avoir un rideau occultant. Sur les contreportes, à l'avant, même constat, on a des finitions, des assemblages qui sont améliorés avec du plastique moussé, du cuir, des surpiqûres contrastées de couleur claire. Vous avez un système audio 2 séries à 6 haut-parleurs. Les seuils de porte sont en plastique noir. Sachez que les sièges sont réglables électriquement avec un réglage lombaire 4 voies, chauffant, massant. On a un très bon maintien, confort des sièges. Les flancs sont marqués visuellement. On n'est pas du tout dérangé par les rebords des sièges, que ce soit au niveau de l'assise, mais surtout au niveau des épaules,
Vous avez la partie basse qui est bien marquée, mais sur la partie haute, en revanche, on peut facilement s'installer confortablement. Affichage tête haute 10,8 pouces avec la projection sur le pare-brise. Deux séries, vous avez le combiné d'instrumentation avec un écran couleur TFT de 7 pouces. Et à partir de N-Connecta, vous avez le combiné d'instrumentation entièrement digital de 12,3 pouces, comme c'est le cas sur notre modèle DC. Volant en cuir 3 branches, qui est assez réussi. Alors là, pour le coup, moi qui suis très critique sur les volants et qui adore les volants à 3 branches, bah celui-là me plaît pas mal, avec notamment les parties latérales qui sont très marquées, assez rectangulaires, réglable en hauteur et en profondeur. Il est chauffant 2 séries sur Tecna Plus. À gauche du volant, vous avez accès à la navigation dans l'instrumentation, le réglage du volume, la navigation dans les playlists. Et sur la droite, là, vous avez accès au régulateur et limiteur de vitesse, la commande vocale. Alors sachez que de série, vous avez beaucoup d'aide à la conduite. Vous avez le freinage d'urgence intelligent avec détection des piétons, cyclistes et intersections. L'alerte anti-collision arrière intelligent avec la détection des objets en mouvement et la surveillance des angles morts et freinage d'urgence en marche arrière pour des objets statiques. Bon, là, vous êtes servi en termes de sécurité. Et avec le ProPilot Assist, avec le Navilink qui est de série sur Tecna Plus, là, vous avez l'aide au maintien dans la voie, le freinage anticipé dans les courbes via la navigation, l'assistant de conduite en embouteillage et l'ajustement en limitation de vitesse. Et ça, je pense que ça plaira notamment à ceux qui transportent leurs enfants dans leur Nissan Qashqai. En tableau de bord en plastique moussé noir, vous avez juste ici du simili-cuir avec des surpiqûres contrastées. Deux séries, vous avez un écran tactile de 8 pouces et à partir de N-Connecta, vous avez ce système de navigation Nissan Connect avec l'écran tactile de 12,3 pouces qui est assez réactif d'ailleurs. Apple CarPlay, Android Auto de série, caméra de recul et surtout la caméra à 360 degrés. Alors deux séries sur ePower, à partir de la finition Tecna, vous avez des technologies de stationnement automatique. Ça c'est plutôt pas mal. Juste ici, vous avez des commandes pour naviguer dans l'écran d'info divertissement, deux bus d'aération centrale. Sachez que vous avez une climatisation automatique Bizone qui est de série. Ici, vous avez le bouton Start and Stop. Prise 12 volts, juste ici. Chargement par induction de votre smartphone. Frein de parking électrique. Vous avez l'auto-hold qui vous permettra de ne pas avoir appuyé sur votre frein lorsque vous êtes à un feu rouge. Sélecteur de vitesse, super bien dessiné, je trouve, et qui s'intègre parfaitement dans le centre de la planche de bord. Et là, avec cette commande, vous aurez accès aux 3 modes de conduite. Je vais y revenir dans la partie de l'essai routier, sport, standard et éco. 2 portes gobelets sont présents, juste ici, et vous avez un accoudoir central. Et un deuxième beaucoup plus généreux avec une prise USB-C et un port USB. Place maintenant à l'essai routier. C'est marrant d'avoir un levier de vitesse aussi design, parce que souvent on repose sa main droite sur le levier de vitesse, bah là vous pouvez pas, vous posez votre main sur la console centrale. Je vais commencer par vous parler de ces suspensions. On a un schéma plutôt classique, puisque à l'avant on est sur des suspensions de type McPherson, et puis à l'arrière, deux séries, vous aurez un essieu arrière semi-rigide. Sauf si vous optez, comme sur notre modèle d'essai, pour les jantes de 20 pouces, car si vous optez pour les jantes de 20 pouces, pour conserver le confort de la voiture, Nissan a décidé d'installer un essieu arrière multibras. Sur la direction, on a une direction qui est plutôt directe, communicative, qui permet au Qashqai ePower de se déplacer et de se mouvoir assez facilement dans les espaces étroits, les centres-villes, grâce à un diamètre de braquage de 11,1 m seulement, ce qui est plutôt bon dans sa catégorie. Agrément de conduite plutôt dans le haut de la fourchette de sa catégorie, surtout par la qualité de l'amortissement, je trouve. Alors ça s'explique notamment par le schéma de suspension que je viens de vous citer, mais aussi et surtout par son poids. C'est une voiture qui a donc une motorisation électrique qui est alimentée par un petit moteur de 3 cylindres de 1,5 litre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la présentation du moteur. Donc c'est une voiture électrique qui entraîne avec un moteur électrique les roues. Si je prends ses homologues avec un système électrique traditionnel, un SUV 100% électrique de la taille d'un Nissan Qashqai, ça pèse 2 tonnes. Voilà, pour vous la faire simple. En dessous de 2 tonnes, il n'y en a quasi pas. Donc, vous gagnez 400 kg sur la balance face à un équivalent 100% électrique, avec une motorisation 100% électrique traditionnelle. Donc forcément, les lois de la physique sont pas magiques. Si vous avez 400 kg de moins, la voiture aura un agrément de conduite, une tenue de route et un dynamisme qui sera
plus élevé que sur une voiture plus lourde. Et ça, je pense que c'est là où il va vraiment marquer le pas par rapport à un 100% électrique, parce qu'on le ressent immédiatement, il n'y a pas de surpoids. Et dans tous mes essais de voitures 100% électriques, vous le savez, je le sors quasi à chaque fois, le poids se fait ressentir lorsqu'on commence à augmenter le rythme. J'accélère un petit peu. Alors, l'avantage de la technologie e-Power, c'est que vous avez un moteur électrique qui entraîne les roues. Le moteur électrique est connu pour sa réactivité, pour ses accélérations franches, et c'est le cas sur le Qashqai e-Power. Donc ça, c'est plutôt bien. La voiture est silencieuse et bien insonorisée. Bien que vous ayez des accélérations franches, 0 à 100 en 7 secondes 9, on sent que le moteur s'essouffle un peu au-delà de 100 km/h. Moi, j'ai l'habitude sur des voitures thermiques, lorsque la voiture fait 7 secondes 9, on a une continuité, une homogénéité dans l'accélération qu'on ne retrouve pas nécessairement sur cette typologie de motorisation. Je ne dis pas que la voiture a des accélérations anémiques, pas du tout, mais on sent que ça s'essouffle un petit peu. C'est vrai que sur les reprises de 80 à 120 km/h, on retrouve un petit peu cet effet avec un petit manque de puissance par rapport à une voiture qui fait 7 secondes 9. On s'attend à des reprises hyper vivaces. Les reprises sont bonnes pour autant, je ne suis pas en train de vous dire qu'elles sont mauvaises. Mais on ne sent pas un gros punch de la part du moteur. Après, en même temps, on ne peut pas tout avoir. Une voiture qui est sobre, silencieuse, avec des bonnes accélérations, et une voiture qui vous envoie des watts lorsque vous sollicitez l'accélérateur à fond. Regardez, là par exemple, j'accélère. Ça accélère plutôt bien. Et je vais le refaire à 80 km/h. Je mets à 80, j'accélère. Regardez. Bon, c'est plutôt correct. Je pense que ce qui crée aussi cette sensation de peut-être manque de peps, c'est le son du moteur. Parce que là, au début, sur les premiers kilomètres, on a un petit peu décontenancé, on a un petit peu désorienté, parce que c'est pas le bruit d'un moteur thermique traditionnel. Là, par exemple, j'appuie, j'entends quasi pas de bruit de moteur thermique. Il faut vraiment accélérer à fond pour entendre le bruit du moteur thermique. Donc ça aussi, ça joue dans les sensations qu'on peut avoir à son volant. Je réaccélère à fond. On peut tester. Vous entendez, là je suis à fond. Vous entendez le bruit. Comme vous n'avez pas de boîte de vitesse, forcément vous avez un régime moteur qui est tout le temps au même niveau. Ça reste plutôt logique. Vous avez un freinage régénératif qui est de série, vous vous en doutez, c'est le cas sur toutes les voitures électriques, mais vous pouvez amplifier la régénération du freinage avec le mode B. S'ajoute à cela la fonction e-pédale. Alors la fonction e-pédale, lorsque vous allez l'activer, ça vous permettra de n'utiliser quasi que l'accélérateur. Lorsque vous allez lever le pied de l'accélérateur, la voiture va appliquer un léger freinage qui va permettre d'augmenter l'autonomie de la voiture via la régénération. Alors, j'en avais déjà parlé dans des vidéos de voitures électriques. Les systèmes de récupération d'énergie au freinage, lorsqu'ils sont très accentués comme avec ce système e-pédale, c'est une conduite assez étrange, puisque lorsque vous allez l'activer, je vais vous faire une démo, j'active le e-pédale, voilà. Donc regardez, je vais accélérer, je suis à 50 km/h, je vais lever le pied. Là, je ne touche pas au frein. La voiture, elle s'arrête en quelques dizaines de mètres. Donc c'est un mode de conduite, c'est une option, un équipement qui n'est pas forcément agréable lorsqu'on aime adopter un rythme un petit peu dynamique comme moi, un peu tout le temps sans aller trop vite. Parce que vous avez cette sensation de freinage perpétuel du véhicule dès que vous arrêtez d'accélérer. En revanche, pour ceux qui aiment prolonger l'autonomie de leur véhicule, ce système e-pédale a beaucoup de sens, forcément. Alors, une chose à préciser, c'est que même en activant le e-pédale, la voiture ne s'arrêtera pas avec ce système à l'arrêt complet. Donc en fait, vous allez pouvoir récupérer une sorte de système de roue libre, un mode roue libre, avant que la voiture ne s'arrête complètement.
Ça, c'est quand même important de le noter, alors que vous avez certaines de ces concurrentes qui, pour le coup, peuvent s'arrêter jusqu'à l'arrêt total du véhicule. Sur les modes de conduite, vous en avez 3, standard, éco et sport. Alors bien sûr, si vous voulez avoir une très grande autonomie, réduire votre consommation de carburant, là il faudra vous mettre en éco. En revanche, si vous voulez un peu plus de vélocité, il faudra vous mettre en sport. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de l'accélération sur un 0 à 100. Je me mets à l'arrêt complet et j'accélère à fond. Ça accélère plutôt bien. 0 à 100 en 7,9, moi elle les fait assez facilement. On n'est pas propulsé au fond de son siège, hein, vous en doutez, avec une puissance de ce niveau-là. Mais pour le coup, en même temps, on n'achète pas ce genre de voiture pour son dynamisme et pour ses performances, mais bel et bien pour son confort, son habitabilité et ses équipements de sécurité. Et c'est vrai que ces petits jeux, avec cet agrément de conduite et ce confort de suspension, elle répond parfaitement aux besoins. Il est clair que sur les reprises et les accélérations, on n'est pas scotché au siège. La bonne chose aussi à noter, c'est le freinage. Le poids est faible, bon système de freinage, donc on a des décélérations qui sont efficaces. Et là aussi, en termes de sécurité, ça lui profite énormément. Ce que je reproche souvent aux voitures électriques qui font pour la plupart plus de 2 tonnes, surtout les SUV électriques, c'est le freinage. On arrive facilement à perdre de l'efficacité lorsqu'on enchaîne 2-3 freinages un petit peu forts. Là, c'est pas le cas. Après 5, 6, 7 freinages, la voiture conserve son efficacité sur les phases de décélération. Et ça, c'est un très bon point. Je vais vous faire un petit freinage. Là, je suis à 90 km/h, c'est un bon test. Et on va freiner à fond. Distance de freinage hyper courte. Je suis même étonné. Ça, c'est très rassurant pour une voiture qui a quand même une vocation familiale. Distance de freinage courte, ça commence à se faire rare en 2022, je tiens à le noter, sauf sur des voitures de sport. Bilan plutôt bon, technologie disruptive, et c'est peu de le dire, qui permet à la fois d'avoir une bonne insonorisation, une consommation de carburant contenue, une autonomie comme sur un véhicule traditionnel, des émissions de CO2 qui sont plutôt faibles, en tout cas qui vous permettent de ne pas avoir à payer de malus écologique, ça c'est un bon point. Et puis on arrive à avoir des accélérations qui sont assez vives. Alors c'est vrai que sur les reprises, j'étais un petit peu moins convaincu, mais je vous ai fait la démonstration tout à l'heure. Je suis quand même habitué à conduire très souvent des voitures de sport, donc je suis peut-être un peu déphasé par rapport à mes repères habituels. C'est pour ça que je dis qu'il manquait un petit peu de punch. Pour autant, pour transporter votre famille ou vos amis, ce sera amplement suffisant. Elle a le mérite de proposer une technologie hyper innovante dans un marché où, c'est vrai, on nous force un petit peu la main sur le passage à l'électrique. Alors moi, à titre personnel, si vous voulez mon avis sur le futur de l'automobile, je pense que ce sera un mixte de plusieurs technologies dans lequel vous aurez effectivement du 100% électrique. Il y aura du bioéthanol, peut-être du bioéthanol avec de l'hybride rechargeable, de l'essence synthétique. Et je dirais que la technologie e-Power a vraiment sa place, puisqu'elle arrive à avoir le meilleur des deux mondes, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants. Donc quand on arrive sur la partie de l'essai routier à conclure, comme moi, que le seul défaut que j'ai réussi à identifier, c'est un manque de punch sur les reprises, et aussi peut-être le fait que le système e-pédale ne vous amène pas jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Bon, on peut dire que sur la partie de l'essai routier, pour sa vocation, vocation donc familiale, elle fait bien le boulot. Pour autant, elle n'est pas parfaite. Il y a d'autres défauts que j'ai trouvés, mais ça, c'est d'ici quelques instants sur la conclusion. J'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire sur cette technologie e-Power qui, je vous le rappelle, mixe un moteur thermique
et un moteur électrique qui entraîne les roues, et le moteur thermique, pour rappel, n'est là que pour alimenter en électricité le moteur électrique. Donnez-moi vos avis, les amis, en commentaire. Il faut maintenant que je conclue. Alors déjà, moi ce que j'ai pas trop aimé, c'est le design de l'habitacle. J'ai bien aimé le volant, comme je vous l'ai indiqué, mais je trouve que le centre de la planche de bord est un petit peu trop carré et rectangulaire. Ça, c'est dommage. Un prix en achat comptant élevé, 46 000 € pour la finition Tecna Plus que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et puis des reprises qui manquent un petit peu de punch au-delà de 100 km/h, comme je vous l'indiquais sur la partie de l'essai routier. Dommage. Pas mal de qualités. Alors selon moi, première des qualités, déjà un équipement pléthorique, surtout dans la finition la plus haute. Vous avez pu le voir à l'intérieur du véhicule. On a une consommation de carburant qui est faible, aux environs des 6 litres au 100 km. Je vous montrerai peut-être un petit peu au-dessus, sachant que là on est sur un véhicule de pré-série. Mais à mon avis, on devrait être aux alentours des 6 litres au 100 km. Donc vous avez quand même une autonomie qui est relativement élevée. Également une très bonne insonorisation, il faut le noter. Même lorsque vous évoluez sur des routes avec des mauvais revêtements, vous avez toujours la possibilité de parler assez doucement aux autres passagers dans le véhicule, que vous soyez à l'avant ou même à l'arrière du véhicule. Et enfin, des tarifs en location longue durée attractifs, même très attractifs, je dirais, puisque le modèle que je vous ai présenté avec un apport de 4 900 €, il sort à 463 € par mois. Est-ce que la technologie e-Power a des chances de faire de l'ombre aux motorisations 100% électriques traditionnelles? Alors, selon moi, oui, parce que on a le meilleur des deux mondes, comme je vous le disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'on a la capacité à se recharger comme sur une voiture traditionnelle, puisque le moteur thermique de 3 cylindres est là pour alimenter le moteur électrique. Donc en gros, vous allez à une station essence et vous remplissez votre réservoir de carburant comme sur un véhicule thermique traditionnel. Ça, c'est un premier point. Ensuite, l'autonomie. Là, pareil, vous avez une consommation d'environ 6 litres au 100 km, donc vous avez une autonomie qui va être de plusieurs centaines de kilomètres, 500-600 km sans aucun souci. Là, sur le tableau de bord, on m'indique 680 km d'autonomie alors que j'ai roulé toute la matinée, donc vous ferez plus de 700 km sans aucun souci. On a une voiture qui est silencieuse, peut-être pas autant qu'une voiture 100% électrique traditionnelle, mais en tout cas plus silencieuse qu'une voiture 100% thermique. Donc ça, c'est quand même bien. Et puis, on reste dans des tarifs, notamment en financement, qui sont attractifs. On dit souvent des voitures électriques qu'elles sont sur une fourchette haute. Là, en prix de base à 38 200 €, on a quand même accès à un véhicule assez cossu, bien fini, avec de beaux assemblages, des équipements de sécurité de série qui sont vraiment à la pointe de la technologie, et en tout cas en phase avec son époque. Donc oui, la technologie e-Power a des chances de perdurer dans les prochaines années. Est-ce qu'elle fera de l'ombre véritablement sur le marché de l'électrique traditionnelle? Seul l'avenir nous le dira. Mais je suis prêt à parier que des parts de marché assez significatives vont être prises par cette nouvelle technologie développée par Nissan. Dites-moi en commentaire quel est votre avis de votre côté. Sur YouTube, les amis, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous, mais surtout, activez cette fameuse cloche. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!